Bonjour et bienvenue dans le podcast Kampai, format interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Bertrand à Kyoto, qui a une multiple casquette. Alors, on le connaît beaucoup comme commerçant de boîtes à bento japonais, et puis il est également créateur et gérant de l'entreprise Ship & Co. Donc, il va nous expliquer un petit peu tout ça, ses activités de vendeur et d'exportateur. Bonjour Thomas. Bonjour Gaël. Et merci d'avoir répondu à l'invitation positivement. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci à toi, ça me fait vraiment plaisir de te parler, ça fait longtemps. C'est vrai, c'est l'occasion aussi de se remettre à jour même entre nous et puis que nos auditeurs te découvrent et découvrent tes activités. Alors on va commencer tout de suite. Tu es né en 1981 dans la région de Saint-Étienne en France et tu découvres le Japon à peu près à 20 ans, 21 ans en 2002 avec ton premier voyage touristique au Japon. Alors est-ce que c'était une passion? Est-ce que tu es parti par hasard? Et puis combien de temps a duré ce voyage? Qu'est-ce que tu as vu? Voilà, comment a démarré ton intérêt pour le Japon et comment s'est déroulé ce premier voyage? Ouais, comme beaucoup de personnes de ma génération, je regardais le Club Dorothée, je lisais Joypad, Animeland, des consoles plus, donc là, les jeux vidéo, Dragon Ball, Olive et Tom, voilà, ça, c'est un peu comme beaucoup. Et donc quand j'étais petit, forcément, j'étais intéressé par le Japon, parce qu'on pouvait voir dans les magazines de jeux vidéo, plus tard les mangas. Il n'y avait pas encore vraiment d'ailleurs peu de mangas en vente en France à cette époque. Et donc cette passion, quand j'étais étudiant, c'est un peu ravivé parce que je savais que j'avais l'occasion d'aller étudier au Japon. J'étais dans un IEP à Sciences Po Grenoble et du coup, je suis parti en 2002 en touriste pour me faire une première idée. Le premier voyage en avion pour moi. Partir bien loin, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque encore, enfin de portable d'iPhone, quoi. Et c'était une super expérience, j'ai adoré. Je suis resté 10-15 jours. Circuit classique à l'époque, c'était Tokyo, Kyoto et Hiroshima. Voilà, une île Hiroshima. Et avec donc arrivé à Tokyo, Haneda, je crois, et départ vers la France depuis Kansai Airport, Kix. Voilà, c'était en septembre 2002, je crois. Ouais. Ok, bah écoute, tu vois, on a à peu près le même parcours au départ, parce que moi c'est pareil, je suis parti en 2003, donc on a connu un peu ce Japon, comme tu le disais, sans smartphone, un peu un autre Japon et sans le tourisme, de masse en tout cas, on va y retourner un peu plus tard sur ce sujet. Donc tu l'as dit, tu étais à l'IEP de Grenoble, et un an plus tard, en 2003, tu retournes au Japon pour un échange universitaire, et tu fais ensuite un PVT d'1 an à Kyoto en 2004, donc j'imagine que ce premier voyage, il a totalement répondu à tes attentes, et qu'après, l'objectif, c'était de retourner au Japon. Alors, comment s'est fait cette transition? Voyage touristique, échange universitaire, PVT, et puis finalement, tu t'installes à Kyoto en 2005. Hein. Comment s'est fait cette transition? Est-ce que c'était naturel? Est-ce que c'est devenu un objectif? Voilà, raconte-nous un petit peu ce qui t'a conduit à t'installer au Japon. Ouais, au début, je pensais vraiment rester 1 an en tant qu'étudiant ici. J'étais à l'université de Kyoto il y avait un programme qui s'appelle QINEP qui existe toujours, je crois. On était 40-50 étudiants étrangers. Les Français, je pense, étaient 6-7. Il y avait des Canadiens, des Australiens, des gens de Hong Kong, de Corée, des États-Unis, des Suédois, des Hollandais. C'était génial. On était une super bande de copains, logés dans des résidences universitaires pour étudiants étrangers de l'université de Kyoto. En plus, dans un quartier un peu au nord de Kyoto, un peu tranquille. On allait en vélo tous les jours à l'université. On apprenait un peu le japonais, on avait des cours en anglais. C'était une découverte incroyable déjà en plus d'être en tant qu'avec d'autres nationalités que j'aimais côtoyer. Enfin, c'était une découverte tous les jours. Et c'est passé tellement vite que je voulais rester plus, quoi. Donc c'est pour ça que quand j'ai appris qu'il y avait le visa vacances-travail qui me permettait de rester 1 an de plus ici, je me suis dit, j'ai dû rentrer en France après l'année universitaire ici. J'ai été diplômé tout de suite après, parce qu'à l'époque, j'avais pouvoir faire un diplôme en 4 ans. C'était avant de passer à 5 ans. Et du coup, 2 mois plus tard, je suis revenu au Japon. Donc, je suis rentré en France pour prendre un visa vacances-travail. À l'époque, c'était pas si compliqué ça à l'avoir. Il n'y avait pas encore, je pense, de liste d'attente. Et j'ai passé mon entretien, je me souviens, auprès du consul japonais à Lyon et j'ai pris j'ai eu mon visa vacances-travail, je suis revenu ici.
avec un autre ami que je m'étais fait, un ami suisse qu'on m'était fait quand j'étais étudiant ici, pour se dire voilà, on va faire des petits boulots et apprendre le japonais et puis on verra. J'avais pas beaucoup de plans, franchement. Je pensais rester juste un an de plus. Et puis ça fait plus de 20 ans. Voilà. Donc tu es retourné à Kyoto finalement, la ville t'a séduit j'imagine au cours de cet échange universitaire. Le PVT également c'était à Kyoto et puis après l'installation, pourquoi ce choix de Kyoto? Quand j'étais étudiant, c'est parce que il y a des accords entre l'université de Grenoble et toutes les universités, anciennes universités impériales japonaises, donc ça, Hokkaido, Tohoku, Todai, Kyodai, Osaka Dai. Mais et beaucoup d'étudiants de mon université allaient finalement, de Sciences Po Grenoble aussi, allaient à Kyushu Daigaku, à Fukuoka, qui avait l'air top aussi. Mais quand j'ai vu qu'il y avait aussi Kyoto qui était possible, je me suis dit, ah, Kyoto, ça a l'air pas mal parce que l'université était très réputée, surtout en Asie, pas vraiment en Europe, mais très réputée en Asie. Kyoto m'avait plu en tant que touriste. Une ville vraiment proche de la nature. Un peu partout, tu vois la rivière au canard, la montagne, les forêts. Donc ça, c'était bien. Alors que Tokyo, j'avais quand même intéressant quand t'es jeune aussi, mais une ville quand même assez chère. Et on m'avait vite dit aussi à Tokyo, si t'es étudiant à Tokyo, il va falloir peut-être que tu loges à 1 heure et demie en train de ton université. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Kyoto. Je me suis dit, tiens, ça va être une ville très agréable et je me suis pas trompé parce que j'y suis toujours. Et donc quand j'étais après en visa vacances-travail, l'idée c'était de rester avec le petit réseau d'amis que je m'étais fait ici, quoi. Donc tu l'as dit, tu as appris le japonais d'abord à l'université, ensuite par les petits boulots. Rapidement, j'imagine que tu as une maîtrise de la langue. Est-ce que ça t'a semblé compliqué d'apprendre le japonais? Et est-ce que j'imagine que ça a participé à ton installation? Quand on parle japonais, la vie est beaucoup plus facile au Japon, c'est logique. Alors pas du tout. J'avais des cours effectivement de japonais quand j'étais étudiant ici, mais effectivement, je savais peut-être quelques kanji, écrire les hiragana et katakana. Mais en faisant des baito ici, après en visa vacances-travail, vraiment là, j'étais dans le bain à 100%. J'ai appris 2-3 phrases en disant je cherche un baito, est-ce que vous pouvez m'engager? J'ai appris ça par cœur. J'ai travaillé dans des restaurants, dans des cafés. Il fallait apprendre le menu, donc rapidement, je me suis mis à connaître le nom des poissons et des différentes viandes et des différents légumes. C'était vraiment comme ça, mais honnêtement, j'étais pas un gros bosseur en langue. J'ai eu la chance, on va dire, que par mon activité ici, et puis après d'être en couple et marié à une femme japonaise qui ne parlait pas français, on va dire que ça a beaucoup influencé sur. Ça m'a permis d'apprendre le japonais, de pouvoir parler, de faire des discussions. Mais honnêtement, c'est quand même plusieurs années, quoi. Parce que j'ai pas été un gros travail à côté sur les kanji et autres. Donc ça a été long, on va dire. Tout à l'heure, tu as dit la rivière au canard. Donc c'est la traduction littérale de Kamogawa, la fameuse rivière qui descend du nord au sud de Kyoto, légèrement à l'est du centre-ville. C'est un terme que tu connais bien. Pourquoi? Parce que tu as créé dans ces années-là, au milieu des années 2000, un blog, ton blog qui racontait ton quotidien d'expatrié au Japon. Et ce blog, c'est la rivière au canard. Alors déjà, pourquoi tu as créé ce blog? Peut-être pour raconter ton quotidien à l'époque où on n'avait pas finalement grand-chose sur Internet. Je suis bien placé pour le savoir. Et puis, pourquoi tu as arrêté depuis de raconter ton quotidien? Présente-nous la rivière au canard. Ouais, alors j'ai dû commencer en 2005. Pendant le visa vacances-travail, à l'époque, je faisais mon baito principal, c'était dans un café qui s'appelait Bonbon Café à Kyoto, qui n'existe plus malheureusement. Et c'était un café d'étudiants, c'était entre l'université d'Oshisha et de Kyoto University, juste en face de la rivière Kamogawa. Il y a la vue sur la rivière, il y a la vue sur le Daimonji et les montagnes, c'était vraiment top. Et du coup, tous les jours, j'allais travailler dans ce café. Et donc, je vais aller à la rivière au canard et ça m'a inspiré, je pense, en me disant tiens, je vais écrire un blog, comme ça va me permettre de donner des nouvelles aux amis, à la famille en France, quoi. C'était vraiment pour ça à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'autres réseaux sociaux. Et j'utilisais Internet vraiment pour le mail et voir les nouvelles du jour, quoi, avant de faire mon blog. Et ce blog a vraiment changé totalement ma vie parce que c'est devenu une passion dévorante, vraiment tous les jours, j'avais envie d'écrire.
tous les jours, je me disais, tiens, il m'est arrivé ça, tiens, je vais écrire comme ça. C'était même tellement, ça m'a tellement pris en moi que parfois je faisais des choses parce que je voulais écrire quelque chose. J'imagine que des youtubeurs maintenant ont un peu cette façon d'opérer qui est pas forcément d'ailleurs même très, on va dire, saine, mais c'était vraiment tous les jours envie d'écrire. Mais c'était, comment dire, je gagnais pas du tout d'argent avec ça au début. Il n'y avait pas de publicité, j'avais envie d'écrire. J'avais envie un peu, quand j'étais plus jeune, d'être journaliste, et c'était un peu ce travail-là. Je me disais, tiens, je vais parler du Japon. Alors, je parlais aussi bien de la vie de tous les jours, ma vie de tous les jours au Japon, à Kyoto, que parfois des sujets sur le Japon. S'il y avait eu un tremblement de terre, j'allais donner des nouvelles. Si j'avais fait même parfois des recherches, on va dire, un peu poussées sur comment les médias français présentaient le Japon. Je me souviens, j'ai fait un article qui montrait que 80% des articles dans la presse française ou sur le JT de TF1, c'était sur les robots ou les toilettes japonaises, et très peu sur l'économie, la politique. Il fallait qu'il y ait un tremblement de terre pour qu'on s'intéresse un peu du Japon, ou alors les toilettes et les robots. Voilà, mais le blog, c'est la rivière au canard, c'était tous les jours, tous les jours. Donc tu l'as dit, la rivière au canard, ça a changé ta vie. Pourquoi? Alors tu vas nous le confirmer, mais parce que aussi, si j'ai l'impression, le socle de Bento & Co, c'est ce qui te permet peut-être de lancer la boutique au départ. Alors ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment tu commences cette activité d'exportateur de boîtes à bento. Alors à l'époque, c'est pas très connu. Donc je reprécise aussi pour nos auditeurs, même si je pense qu'aujourd'hui tout le monde le sait, mais une boîte à bento, c'est une boîte dans laquelle on cuisine son déjeuner, dans laquelle on met son déjeuner cuisiné et qu'on emporte avec soi au travail, à l'université, à l'école, etc., dans laquelle on peut pique-niquer, déjeuner à l'extérieur. Comment on se lance dans cette activité d'exportation de boîtes à bento, comment on crée son premier stock, comment on contacte les fournisseurs, comment on met en place cette boutique en ligne. Est-ce que la rivière au canard est vraiment l'initiateur? Voilà, ce qui m'intéresse, c'est le début de cette activité de Bento & Co. Alors c'est vraiment la source est sur le blog, parce que dans mon blog, en plus de parler du Japon, je commençais aussi à m'intéresser à ce qu'on appelait à l'époque le Web 2.0. Et le vendre sur Internet, c'était aussi quelque chose de tout nouveau pour des indépendants. Et il y avait eu en fait l'histoire d'un blogueur dans ma ville d'origine à Saint-Étienne qui s'appelait lafraise.com, et c'était l'histoire en fait, c'était un gars qui parlait de son activité de e-commerçant. Et lafraise.com, c'était en fait la possibilité pour des graphic designers d'envoyer des designs ce blog, les gens votaient, et si je crois que tu avais à peu près 500 votes sur lafraise.com, en fait, il éditait ça en t-shirt en série limitée à 500 exemplaires. Et ça a eu un succès dingue. Et c'était Patrick Cassard qui faisait ça, voilà. Et donc l'histoire de cet entrepreneur qui faisait son blog et qui livrait tout, tu vois, tous les jours il parlait de ça sur son blog, ça m'a vraiment inspiré. On me dit tiens, moi aussi je vais vendre sur Internet quelque chose. Et donc je voulais vendre un produit japonais, mais je ne savais pas quoi vendre. Et j'ai cherché pendant des mois et je me suis dit qu'est-ce que je peux vendre sur Internet. À l'époque, je travaillais à Osaka dans une entreprise à temps plein. J'avais monté un petit site de vente en ligne sur Shopify qui venait de sortir en bêta, c'était en 2006-2007. Et je vendais ces produits japonais sur cette boutique. Et je me suis rendu compte, voilà, en fait, même moi qui ne suis pas développeur ou graphic designer, je peux ouvrir une boutique en ligne si j'avais un compte Shopify et un compte PayPal. Et c'est à l'automne 2008 que je parlais avec ma mère en ligne et elle me dit « Oh, chez le coiffeur, j'ai vu une revue et il y avait des recettes de bento. » Bah, ça fait clic dans ma tête. C'est vraiment l'histoire est toute bête. J'ai entendu parler de bento et je me suis dit « Tiens, les bento, les Français aiment bien manger. Il n'y a que des Tupperware ou des assiettes pour manger. Je vais vendre des boîtes à bento. » Et c'est parti comme ça. Et le lendemain, je suis allé dans des boutiques à Loft à Kyoto pour voir quel type de boîte bento était vendu, prendre les noms des fabricants. Avec ma femme, on a commencé tous les deux. Elle a contacté des fabricants, on a des catalogues. J'ai sorti 550 000 yens de mes économies et donc à l'époque, j'ai plus le taux de change, je sais pas, 400 €, et
j'ai acheté 400 euros de boîte à bento de stock. J'ai 2 amis rencontrés grâce à mon blog qui m'ont aidé pour faire le premier site et faire les photos. Et c'est comme ça, quoi. Et ça a été lancé fin novembre 2008. Vraiment quelques semaines après que j'ai eu l'idée en tête, j'étais sûr. Ça va marcher, ça va fonctionner, il faut que je le fasse. J'en parlais tous les jours sur mon blog, sur la Rivière aux Canards, en disant voilà, je vais lancer une boutique. Et c'est ça qui a permis à Bento & Co de débuter tout de suite, parce que d'autres blogueurs en ont parlé. J'ai quelqu'un que j'ai rencontré grâce à mon blog qui avait une sœur qui était responsable communication pour une boutique célèbre de Paris à l'époque, qui m'a dit bah tiens, envoie lui un message. Elle a fait passer mon message à des journalistes qu'elle connaissait. Et donc vraiment, les premières semaines du lancement de Bento & Co, comme ça, un petit site en français avec une quinzaine de produits. On a parlé de la boutique dans Le Monde Week-end, dans le magazine Air France, Madame. Un an plus tard, j'ai même été cité dans le New York Times. C'était une autre période. À l'époque, tu lançais une boutique comme ça au Japon en tant qu'indépendant, avec des produits qui ne se trouvaient pas ailleurs. Les journalistes étaient intéressés et t'en parlaient gratuitement. Voilà. Alors, à quoi tu attribues le succès? Là, on a parlé de la partie communication, marketing, en fait, qui se fait un peu toute seule parce que, comme tu l'as dit, c'est assez exceptionnel à l'époque. À quoi tu attribues le succès de la vente? C'est-à-dire se faire connaître, c'est bien, mais le produit en lui-même, parce que très rapidement, en fait, tu élargis ton stock, tu élargis ta clientèle. J'imagine pas seulement en France, mais à l'international, comme tu as cité le New York Times. Qu'est-ce qui fait que tu as de la clientèle qui achète des boîtes à bento à partir de 2008? Il y avait 2 choses. Une chose dont je me suis rendu compte donc avant d'ouvrir la boutique, c'est que quand j'ai eu l'idée de tiens, les bento, ça pourrait être une bonne idée, j'ai regardé en ligne et il y avait plusieurs blogueuses françaises qui parlaient des bento tous les jours déjà. Il y avait un blog à l'époque qui s'appelait French Bento et il y avait quelques blogs de filles comme ça qui cuisinaient et qui faisaient parfois des bento pour elles-mêmes ou leurs enfants. Mais personne n'en vendait, à part un peu sur eBay. Et en plus, à chaque fois qu'elles mettaient une photo de bento, de leur bento du jour, et elles avaient 50 commentaires. Et 50 commentaires pour un blog, c'était un très bon score. Donc, je me suis dit, voilà, il y a un intérêt pour les bento. Et quelque chose d'autre que j'ai compris plus tard, c'est que l'automne 2008, c'est la crise financière qui débute aux États-Unis et puis après qui s'étend au monde entier. Des boîtes financières américaines qui ferment. Donc, pas mal de gens au chômage. Et quand il y a une crise économique, finalement, les gens vont arrêter de manger au restaurant et vont se dire je vais préparer ma boîte repas et la porter au travail, pour quand tu as un travail, les étudiants aussi. Et il y a plusieurs en fait, articles de presse qui sont passés après là-dessus sur le fait que les gens allaient moins au restaurant et faisaient leur boîte à repas, leur lunchbox, leur bento, et partaient comme ça, prenaient leur boîte à repas. Du coup, comment dire, il y a ce mix entre le fait que les réseaux sociaux, les blogs surtout à l'époque, avec des gens qui parlaient des bento, les conditions économiques, et le début aussi des chefs starisés qui aimaient le Japon. Il y avait Thierry Marx qui avait fait un bento dans son restaurant à l'époque, fait que tout ça, en fait, il y a eu un mouvement sur le bento, surtout en France, un peu aussi aux États-Unis, principalement, sur le fait que le bento est devenu non pas quelque chose de culturellement uniquement japonais, mais qui s'est un peu étendu dans d'autres pays, et utilisé même en dehors, on va dire, de la nourriture japonaise, que c'est pas fait pour mettre des sushis, quoi, ou que des karaage, mais la boîte à bento a été comme ça, commencé à être utilisée ailleurs. Et un bon timing, quoi. Je suis arrivé au bon moment. Voilà. La bonne idée au bon moment. Le Graal de tout entrepreneur. On va parler un tout petit peu après de l'expansion, entre guillemets, du développement de Bento & Co, notamment sur la partie physique à Kyoto. Mais avant ça, sur ces premières années où tu es uniquement en ligne dans ta vente, est-ce que déjà se dégagent des best-sellers? Peut-être que ce sont toujours les mêmes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des tendances qui sortent comme ça, des produits les plus vendus qui te permettent de mieux connaître ta clientèle et de mieux cibler le développement du catalogue? Ouais, alors en gros, au début, vraiment, quand j'ai lancé le site, il y avait 15 produits. Il y avait 10 boîtes à bento et 5 paires de baguettes. Et
Et vraiment, pendant 3 mois, on vendait des boîtes. J'allais retirer un peu d'argent sur mes maigres économies que j'avais en France sur le compte, au bureau de poste qu'on pouvait quand même retirer de l'argent, comme maintenant d'ailleurs. Enfin, bref. Et c'était comme ça. Je récupérais un peu d'argent, je rachetais un peu de stock, on le vendait, je rachetais un peu de stock. Et au bout de, je sais plus, moins de 6 mois, les revenus de la boutique permettaient de racheter le stock, de pas vraiment de se verser un gros salaire, mais de survivre. C'était génial. Au bout de 6 mois à peu près, je me suis dit, bah tiens, je vais arrêter toutes mes autres activités freelance que je faisais à côté, quoi. Je travaillais pour une agence de voyage, je travaillais pour 2 blogs un peu célèbres dans la tech à l'époque aussi, où je faisais de la pige. Et effectivement, ce qui a fonctionné au niveau des produits, pour reprendre ta question, c'est que on s'est commencé à se diversifier. On a commencé à ajouter des produits d'autres fabricants, des petits accessoires pour les bento, donc les pics, des cups pour séparer à l'intérieur des bento. Donc c'est des accessoires en plus qui vendent entre, je sais pas, 3 euros, 10 euros, et qui ont fait augmenter le panier moyen. Donc ce qui a vraiment fonctionné, plus qu'un produit en lui-même, ça a été de se diversifier au départ. Et petit à petit, effectivement, élargir la gamme de bento. Et on a des boîtes, ce qui a commencé à fonctionner, on a vu tout de suite, c'est des boîtes à la fois soit assez japonaises, dans l'esprit, dans le design, avec des kanji, on en avait certaines avec des dieux, les choses que tu peux voir dessinées dans certains temples et autres. Donc très japonaises, mais toujours en plastique, qui passe au micro-ondes, au lave-vaisselle, parce qu'il faut le côté pratique, c'est ce que les gens recherchent. Donc c'était se développer. Et bien il y a aussi des boîtes du côté moderne. On a un autre fabricant japonais, donc vraiment des boîtes fabriquées 100% Japon, mais sans dessin, sans kanji dessus, vraiment avec des couleurs pastel. Et notamment une de ces boîtes a 3 compartiments qui avaient été achetés, mais sans qu'on nous lise, par un journaliste de France 2. Ils en ont parlé à Télématin, 2 émissions de suite, en disant tiens, pendant 2 matins, on va faire des recettes sur les bento. C'était une chaîne publique française, donc ils parlaient pas de notre marque, mais ils montraient les photos de notre site. Et on en a vendu des centaines dans les semaines qui venaient, quoi. C'était top, quoi. J'ai fait un petit teaser tout à l'heure. En mars 2012, tu ouvres la boutique physique de Bento & Co dans le centre de Kyoto. Donc au bout de 4 ans, un petit peu moins de 4 ans d'activité. Comment vient cette décision d'ouvrir une boutique physique à Kyoto ? Est-ce que, en fait, ma question elle est double. Tu exportais de la boîte à bento, mais peut-être que tu commençais déjà à avoir une clientèle japonaise. Quel était l'objectif de développer l'activité, non plus seulement sur l'exportation en ligne, mais aussi sur la vente au détail et physiquement dans une boutique installée en centre-ville de Kyoto ? Alors, plus que ouvrir une boutique, on voulait déménager. Au début, j'ai débuté l'activité avec ma femme, on n'était que tous les deux. Après, il y a ma belle-sœur qui nous a rejoints. Après, on a eu un employé français, et puis une deuxième, et puis 2 employés japonaises en plus. Et on avait déjà déménagé une première fois, on louait en fait une maison ou une normale, et j'habitais à l'étage et on servait des 3 chambres au rez-de-chaussée pour notre stock et le bureau, quoi. Et voilà, on commençait à être à l'étroit et on s'est dit ça serait cool qu'on trouve un endroit pour avoir un plus gros entrepôt. Et je me souviens aussi d'une fois où en fait on avait des clients français qui étaient de passage à Kyoto et qui me disaient est-ce qu'on peut venir, est-ce que vous avez une boutique? Je fais bah non. Est-ce qu'on peut venir acheter et récupérer notre commande chez vous, comme ça vous n'avez pas à l'envoyer? Je fais bah oui. Je me dis bah voilà, c'est comme ça. Il me dit ça serait bien d'avoir une boutique. Ça a été à chaque fois en fait l'expansion de Bento & Co. Comme je dis, au début j'ai voulu faire ça très simple. Donc c'est pour ça que au début j'ai fait un seul site en français, en euros, pour vendre, parce que les gens qui me suivaient sur le blog La Rive aux Canaries, ils pouvaient acheter sur la boutique. Mais après, on commençait à avoir des gens des États-Unis qui faisaient ça serait bien si avait un site en anglais. Donc on a ouvert un deuxième site en anglais, en dollars. Et puis après, on a eu des gens de boutiques en France qui disent j'aimerais bien revendre vos produits dans ma boutique. On a ouvert un 3e site pour les professionnels. Donc à chaque fois, ça a été finalement des demandes qui m'ont dit tiens, il faudrait qu'on se diversifie, qu'on fasse ça, ça, ça. Et c'est comme je me suis dit, tiens, on a de plus en plus de touristes qui viennent à Kyoto. Si on avait une boutique à Kyoto, ça serait top. Et en plus, on pourrait vendre donc ici en yens aussi aux Japonais, aux locaux,
Et ça permettrait aussi d'avoir une nouvelle source de revenus, parce que si on est tributaire que de l'export sur la vente en ligne et qu'il se passe quelque chose qu'il faut pas, auquel j'avais pas imaginé à l'époque, mais ça arrive après, ça serait bien de diversifier. C'est pour ça qu'on a ouvert une boutique et je venais de déménager dans un appartement dans le centre-ville et c'est vraiment en allant acheter une bouteille de lait cette fois-ci que j'ai vu, oh, ce building est à louer, il est parfait, il est à 2 minutes à pied de chez moi et il a un emplacement parfait juste en face d'un gros 7-Eleven dans Combini, à côté de Teramachi, à 2 minutes de Nishiki, du marché Nishiki à Kyoto. Emplacement parfait. Le lendemain, on le visite. Le jour d'après, on signe le contrat. Point. Et on se dit, voilà, on déménage ici. Donc voilà, c'est vraiment encore le timing, le bon coup, le bon moment, qui fait que j'ai trouvé le local parfait pour avoir la boutique. Et donc, on est resté ici depuis 2012. Au bout de 10 ans d'activité, donc en 2018, l'activité s'est quand même bien développée, parce que j'ai noté 14 salariés, 1 800 000 € de chiffre d'affaires, une boutique en ligne qui vend dans une centaine de pays, un site, comme tu l'as dit, en français, en anglais et même en japonais, une boutique pour les professionnels. Alors, ce sont des chiffres qui ne sont pas à jour. Peut-être que tu ne veux pas communiquer, mais là, il y a eu le Covid, tu l'as dit sans le dire. Est-ce que depuis, l'activité a malgré tout continué à se développer? Est-ce que ça a généré des chocs? Bon, ça a un petit peu touché tous les secteurs, mais comment, voilà, est-ce que cette expansion qui était impressionnante au bout de 10 ans s'est poursuivie? Est-ce que vous avez réussi à maintenir l'activité malgré peut-être la concurrence? Comment s'est déroulée cette poursuite d'activité pendant et après le Covid? Même avant le Covid, en fait, je voudrais revenir à ça, c'est que l'activité s'est beaucoup en fait développée très rapidement. On va dire surtout les premières années, jusqu'à l'ouverture de la boutique, un peu après. La boutique après m'a pris beaucoup de temps. J'ai peut-être un peu délaissé la vente aux particuliers en ligne. Par contre, on a vachement bien marché sur la vente aux professionnels. Pendant plusieurs années, je faisais le salon Maison Objet à Paris, qui est un gros salon d'intérieur. On a vendu beaucoup de boîtes chez Nature et Découverte en France. Alors, ils ont donc plein de boutiques. Donc il y avait cette activité aussi derrière. Avant le Covid, il y a aussi donc le tremblement de terre du Tohoku, la centrale de Fukushima qui explose. Bah, ce jour-là, on a quand même pu envoyer des colis. Nous, on était loin à Kyoto. Mais après, pendant quelques jours, il n'y avait plus d'avion. Bon, c'est revenu vite, en fait, parce qu'on n'était pas à Tokyo, donc on n'avait pas de problème. Et on a eu pas paradoxalement, mais un pic de vente qu'on n'a jamais connu depuis. Dans les mois qui ont suivi la catastrophe du Tohoku et Fukushima. Parce que les gens voulaient aider le Japon. C'était incroyable. On a eu peut-être 3 ou 4 personnes qui ont contacté en disant « Ah, je voudrais annuler ma commande parce qu'elle est peut-être radioactive. » Mais sinon, en fait, on a eu un afflux de commandes et d'intérêts après cette catastrophe qui était assez incroyable et touchant, alors que nous, on n'était pas vraiment... On était loin de tout ça, quoi. On n'a pas souffert du tout de coupures d'électricité ou d'autres choses, ou même des secousses. Donc c'était un peu bizarre, on va dire, à assumer. Et ensuite, effectivement, il y a eu le Covid, mais même avant ça, il y a autre chose. Il y a eu ce volcan en Islande qui avait explosé, je ne sais plus en quelle année, et il n'y avait plus d'avion pendant, je crois, une bonne semaine, voire 10 jours, donc on ne pouvait plus envoyer de colis. Fait mince, qu'est-ce qu'on fait si on peut plus envoyer de colis alors qu'on vend en ligne? Et effectivement, le Covid. Alors le Covid, au début, on ne savait pas comment réagir. Mais notre boutique à Kyoto a été fermée pendant 2 ans à peu près. S'il n'y avait pas de touristes étrangers au Japon, ça ne servait à rien d'avoir notre boutique. Alors parfois, il y a des Japonais qui sonnaient et on ouvrait. Mais pendant 2 ans, elle était fermée, donc l'activité était pratiquement à zéro dans notre boutique. Donc c'était quand même un gros manque à gagner. Je crois que c'était en 2021. 2021 était une très bonne année, surtout vers les États-Unis, en ligne. Les gens étaient chez eux et ils voulaient cuisiner et ils achetaient. Alors, on vendait en plus des boîtes à bento aussi des accessoires de cuisine japonaise, des moules à taiyaki, des poêles à takoyaki. Et donc, ce type de produit marchait très bien. Les couteaux japonais aussi, bien sûr, les slicers et autres. Donc, il y a eu un pic comme dans tout le e-commerce mondial au milieu du Covid. Après, c'est redescendu parce que les gens sortaient plus et dépensaient leur argent autrement. L'année dernière était compliquée aussi, en 2024. C'était pas une très très bonne année. Est-ce que c'est nous qui sommes pas assez bons au marketing? Est-ce que c'est
les élections présidentielles, à chaque fois aussi en France ou en Europe, touchent, enfin, comment dire, ont un impact, j'ai l'impression, sur les dépenses que font les gens. Donc, il y a eu, le Covid a été, voilà, un gros choc, mais on va dire, c'était au niveau du business, c'était un choc pour la boutique parce qu'elle était fermée. Au niveau du en ligne, il y a eu, comme ça, ouais, il y a eu plein d'autres choses qui ont fait que en 15 ans d'existence, il y a eu, on en a vu des vertes et pas mûres, quoi, je veux dire. Et en plus de ça, le taux de change, qui est aussi quelque chose qui impacte énormément les touristes ici. On a débuté chez Benton Co. 1 euro, je crois que c'était 165 yens, à peu près ce qu'on a maintenant, même plus. C'était incroyable. Mais à l'époque, c'est normal. Et après, on est descendu jusqu'à 1 euro 98 yens. Quand tu tous les jours, je regarde le taux de change parce que dire, ça nous impacte énormément. Voilà. Et actuellement, le yen est très bas. C'est très bien pour nous, mais en même temps, c'est comment dire, c'est un peu trop. On va dire. Moi, j'aime bien quand l'euro est à 130 yens à peu près. Je trouve que c'est la valeur qui correspond parce que on gagne aussi bien des yens que des euros et des dollars vu notre activité. Mais là, il y a un déséquilibre qui est pas très normal. Alors justement, tu es exportateur. Là, avant de parler de Ship & Co, je fais une question un peu actu, qui va être probablement compliquée pour toi parce qu'on n'a pas assez de recul. Au moment où on enregistre, hier, Donald Trump a validé les droits de douane envers l'ensemble des pays et le Japon va supporter 24% de droits de douane. Comment vous le vivez ça? Alors, on est très à chaud, hein, j'en ai bien conscience. Est-ce que ça a un impact important dans la mesure où les États-Unis, c'est quand même un territoire essentiel pour l'activité d'exportateur? Alors, les États-Unis, c'est notre premier marché, de très loin. Actuellement, au début de Benton Co, pendant plusieurs années, la France était de très loin de notre premier marché. Mais là, c'est vraiment les États-Unis. On vend beaucoup, beaucoup vers les États-Unis. Pour l'instant, rien ne change pour nous. À partir même si ça, alors, en février, il y a eu des règles qui ont été annoncées et qui ont été annulées 3 jours après par Trump. Là, ce qui est sûr, normalement, ça ne va pas changer, c'est qu'à partir du 2 mai, tous les produits fabriqués en Chine et à Hong Kong seront taxés à l'entrée aux États-Unis. Il y a une différence entre les tarifs qui ont été annoncés donc, par Trump pour tous les pays du monde, y compris Saint-Pierre et Miquelon, qui concernent en fait les exportations, tu vois, les containers, les choses qui sont importées par des entreprises pour être revendues ensuite. Les pièces de rechange pour une voiture, je sais pas, un container de poissons surgelés. Ça ne concerne pas les colis qu'un particulier peut acheter. Donc, même si un Américain demain ou dans un mois achète, je sais pas, un ordinateur fait sur mesure à Taïwan, il paiera pas de frais de douane dessus. Si ce colis fait moins de $800. Ça, c'est la règle qui existe depuis toujours aux États-Unis. C'est pour un Américain, si tu achètes quelque chose en ligne à l'étranger qui fait moins de $800, tu ne payes aucune taxe. Alors qu'en France, depuis plusieurs années déjà, si tu payes quelque chose qui fait plus de 1 euro en dehors de l'Union européenne, à l'arrivée, tu payes la TVA et des frais de douane qui sont souvent les frais de dossier du transporteur. Donc, on va dire, tu es en France, tu achètes quelque chose au Japon sur Internet, sur eBay, sur Amazon, autre qu'Amazon.fr ou sur Benton Co. Ton colis fait 100 euros. Tu vas payer la TVA sur ces 100 euros et tu vas payer des frais de dossier à DHL, FedEx, Colissimo, UPS, qui sont parfois assez chers, qui sont souvent entre 10 et 15 euros quand même. Voilà, donc ça, c'est ce qui existe. Là, on voit donc l'administration Trump, mais c'était déjà en préparation avant. Cette limite de $800, elle va d'abord être abolie pour tous les produits fabriqués en Chine. Donc ça va aussi nous concerner parce qu'on a également des entreprises japonaises qui font fabriquer certains accessoires de cuisine en Chine. Donc nous, si on envoie un colis du Japon vers les États-Unis et que dans ce colis, il y a 3 boîtes made in Japan, mais il y a, je sais pas, une poêle made in China, cette poêle made in China, si on la vend $20,
elle va être taxée à hauteur, je crois, de 10%. Voilà, donc les clients américains vont comprendre ce que les clients européens ou australiens ou singapouriens vivent déjà depuis des années. Sauf que là, on en parle tellement, ils savent que c'est pas notre faute, mais c'est la faute de Trump. C'est la grosse différence. Alors que beaucoup de clients en France se disent ah vous m'avez taxé, non mais c'est pas nous, c'est la règle qui existe, c'est la TVA et les frais de dossier du transporteur. Voilà. Donc par contre donc voilà, tout ce qui est made in China, ça va être taxé dans les colis vers les États-Unis à partir du 2 mai et plus tard cette année, on pense que donc tous les pays du monde, tous les made in ailleurs, made in Japan, made in France, sont également taxés. Donc des clients américains en ligne paieront également c'est pas la TVA, mais des frais de douane de 10% a priori sur effectivement tous les produits plus tard. Donc on va s'adapter encore, il faut s'adapter. On a connu pire. Donc en parallèle de Bento & Co, tu as créé une nouvelle entreprise qui s'appelle Ship & Co, qui a un petit lien avec Bento & Co, mais qui est quand même une activité bien différente parce que c'est un outil logistique pour les e-commerçants qui permet de relier une boutique en ligne à des transporteurs pour faciliter la gestion des envois. Je ne sais pas si je suis clair, après tu pourras reformuler peut-être ou nous expliquer. Comment cette idée est-elle née ? J'imagine que c'est une excroissance peut-être de vos difficultés entre guillemets du quotidien dans le cadre de l'exportation. Et après, à qui s'adresse-t-elle ? Vos professionnels, hein, je pense que voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Ship & Co et en quoi ça consiste au quotidien et quels sont vos clients ? Ouais. Alors on a vraiment fait Ship & Co pour nous à Bento & Co au début. En gros, on reçoit des commandes tous les jours, on envoie des colis, on prépare les colis nous-mêmes. Et quand il faut envoyer un colis avec la poste, avec DHL, FedEx ou UPS, il faut imprimer l'étiquette d'envoi. Ce que on faisait pendant des années, c'était j'allais sur le site de FedEx, je copie-collais les adresses des clients, une par une, et je créais mes étiquettes d'envoi comme ça, les imprimer, les mettre sur le colis. Ça me prenait des heures. Et en 2016-2017, je voyais qu'il existait des solutions aux États-Unis pour connecter ta boutique Shopify comme moi, avec directement à FedEx ou directement avec DHL par exemple. Et ce type de solution, par contre, ne fonctionnait pas pour nous au Japon. Et donc, en interne, avec un Français qui était ici, qui est développeur, alors on s'est dit, on va créer une solution pour nous, pour Bento & Co, pour gagner du temps. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on s'est dit, tiens, j'avais un ami qui aussi vendait sur Shopify du thé vert. Je lui ai dit, on a créé ça, est-ce que ça t'intéresse ? Voilà. Donc, on a commencé en fait à vendre notre solution à d'autres e-commerçants au Japon. En 2018, j'ai passé 1 an à négocier avec Yamato et Sagawa, qui sont les 2 plus gros transporteurs domestiques japonais, pour avoir accès aussi à leur système, pour que sur Ship & Co, on puisse aussi créer des étiquettes d'envoi pour les envois de ces 2 transporteurs. Ça a mis du temps, mais on y est arrivé en 2018. Et petit à petit, comme ça, on a grossi. Donc, Ship & Co, c'était vraiment une solution qu'on a créée aussi au départ pour nous. Et depuis, voilà, en 2018, ça a bien marché. On a commencé à s'étendre. J'ai fait une levée de fonds auprès d'un venture capital japonais pour ça. J'ai recruté. Le Covid est arrivé. Ça a mis un stop, parce qu'en plus, on n'était pas du tout bénéficiaire à l'époque. Mais avec la hausse du e-commerce aussi au Japon, on a gagné beaucoup plus de clients en 2020, 2021, surtout 21, 22. Et là, depuis après fin 2022, on va dire que je suis plutôt à 15% sur Bento & Co et 150% sur Ship & Co au niveau de mon temps. Donc avec une équipe totalement séparée, même si on est dans les locaux en plus d'être en remote. Et voilà, on a plus de 3000 utilisateurs au Japon, donc des entreprises, un peu comme Bento & Co qui vendent sur leur boutique, beaucoup de clients eBay, aussi des Japonais qui vendent sur eBay, mais également de très grosses entreprises, des entrepôts japonaises, entreprises de livraison qui utilisent notre système dans leurs entrepôts. Donc on travaille avec vraiment des grands noms au Japon, comme on a Mitsubishi Fashion qui utilise notre solution, Sagawa aussi dans certains de leurs entrepôts, Nippon Express aussi. Et c'est cool, ça marche de mieux en mieux, et puis c'est une aventure qui me permet de parler à des grands groupes au Japon, de vendre ça, de travailler avec des partenaires comme Yamato, la Poste japonaise. Et c'est pas facile, mais c'est super excitant. Voilà.
Est-ce que tu dirais que c'est compliqué de monter et de mener un business au Japon en tant qu'étranger? Et forcément, le problème de la langue va se poser parce que s'il faut négocier avec les gens de Monsieur Yamato de la poste japonaise, il faut parler la langue. Euh, il f- mais plus que forcément la langue, mais il y a aussi, je pense, c'est pas plus compliqué. Je sais pas dans d'autres pays. J'ai jamais vraiment travaillé en France à part les boulots d'été, donc je j'ai pas de point de comparaison. Euh, je pense que moi, alors les Français sont appréciés à Kyoto, donc je pense vraiment que c'est un avantage, on va dire, d'être français dans l'activité que je fais, surtout avec Benton Co aussi. Mais j'ai eu des remarques parfois. On m'a dit, plutôt quand je cherchais à lever des fonds et que ça n'a pas marché, et j'ai bien fait de ne pas lever des fonds après pendant le Covid. J'ai un venture capital japonais qui m'a dit ça va jamais marcher. En plus, t'es un étranger. Je comprends pas. Dans la logistique au Japon, c'est pas possible. D'autres m'ont dit voilà, si tu prends pas un co-directeur japonais, tu vas pas y arriver. Bah, ça a marché quand même. Voilà, c'est pas fini. Peut-être que ça aurait été plus facile avec un, un directeur des ventes japonais associé à moi au début, je sais pas. Mais, euh, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de points positifs. Un que je vais citer, c'est que quand je voulais me connecter aux API Yamato, ils n'avaient pas d'API public à l'époque. Ils m'ont dit non. J'y suis retourné un mois après, ils m'ont encore dit non. J'y suis retourné après et j'ai essayé de faire jouer les relations. J'ai rencontré quelqu'un, ça par hasard, de chez Yamato, qui m'a introduit à quelqu'un d'autre, qui a voulu parler avec nous, qui a voulu négocier. À un moment, j'ai travaillé avec un japonais sur un partenaire pour parler avec Sagawa. Sagawa nous dit non. Ce partenaire japonais me dit il a dit non, c'est plus possible. Je dis non, non, il nous a dit non maintenant, mais on va réessayer, on va renvoyer un mail. On va essayer d'avoir une autre approche, on va essayer de le dire. Et je pense que je dis pas que tous les Japonais sont pas déterminés, mais je pense que beaucoup auraient pris un non pour une, une réponse définitive. Et moi, dans ma petite folie de français, j'avais l'envie il fallait absolument que ça marche, et donc j'ai pas pris non pour une réponse définitive, et ça a fonctionné comme ça. Euh, donc il y a le fait d'être étranger, le fait de découvrir un pays, et aussi le fait d'être, je pense, de pas être japonais. Je suis en dehors de, comment dire, je je ressens pas de pression de la société. Et c'est une sorte de libération, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, qui me dit c'est pas grave, même si je comprends pas, je sais pas lire tous les kanji, même si j'ai pas un japonais avec un keigo parfait, euh, au moins, comme je suis, tu vois, français, et il me pardonne beaucoup plus facilement que si j'étais un japonais. Et, et du coup, moi, comment dire, j'ai pas de stress ou pas de peur pour essayer d'en faire plus, quoi. Voilà. Donc il y a cet avantage, je pense, peut-être mental, euh, que j'ai. Dans la boutique Bento Co, tu disais tout à l'heure que vous receviez plus de touristes étrangers, ou en tout cas de voyageurs étrangers, que de Japonais locaux. Malgré tout, on te voit beaucoup, alors peut-être moins ces derniers temps, mais ça on va en parler, sur les chaînes de télévision locales ou nationales d'ailleurs au Japon. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement, et depuis l'ouverture en 2012, des chaînes de télévision qui viennent faire des reportages sur Bento Co. Comment tu expliques ça? Mm. Alors, c'est parti du moment où, quand j'ai ouvert la boutique, j'en ai parlé à une amie japonaise qui, je ne savais même pas à l'époque, était pigiste sur un web magazine qui est assez chic, tout pour qui parlait de la mode, des jolis restaurants, des jolies boutiques du moment. Et elle fait un article sur moi, sur Bento Co, en disant voilà, il y a un Français qui ouvre une boutique de boîtes à bento à Kyoto. Et c'est ça le truc, en fait, d'histoire. C'est qu'il y a, quand on vendait en ligne, aucun média au Japon ne parlait de nous parce que c'était pas très intéressant, il n'y a pas grand chose à montrer. Mais tu ouvres une boutique dans Kyoto, en plus je suis pas japonais, je suis français. Dire qu'est-ce qu'un Français à Kyoto vend un produit traditionnel japonais. Alors, pourquoi les Japonais ne font pas ça? Et donc il y a un petit côté voilà marrant derrière l'histoire, et qui fait qu'on a
une fois que cet ami a fait son article, on a été contacté par une boîte de production pour une émission de la NHK qui vient juste malheureusement de s'arrêter, qui s'appelle Salameshi, qui était une émission hebdomadaire sur la NHK pendant 15 ans et qui parlait en fait du déjeuner du salaryman, du déjeuner des salariés, voilà, qu'est-ce que les gens mangent à midi. Et cette émission elle est géniale, elle était racontée par un acteur japonais, et à chaque fois, tu avais 2-3 reportages, et notamment un des reportages, c'était à chaque fois qu'est-ce que les employés de cette entreprise mangent à midi. Et donc, ils sont venus nous voir, et ils ont fait un reportage sur nous. Et donc, à l'époque, on était 5, 6, et on mangeait notre bento, et donc ils ont fait ce reportage. Et quand l'émission est passée à la télé, je crois que ça passait lundi soir à l'époque, à une heure de grande écoute, on a eu une centaine de commandes pendant l'émission sur notre site en japonais, quoi. Les gens regardaient l'émission et ils commandaient. Parce que c'était, comme c'est une émission puisqu'elle s'adresse aux gens qui aiment manger, qui ont forcément un bento, parce que c'est des gens, voilà. Et on a eu et après, le lendemain, on avait des gens, c'était un week-end. Le week-end d'après, on avait plein de monde à la boutique. Le mois après, en plus, il y avait je crois que c'était en été, il y avait le Gyoran Matsuri à Kyoto. On a eu énormément de clients japonais. Et donc, une fois qu'on est passé dans cette émission, qui est très très regardée au Japon, on a eu la presse, on a eu la radio, télé locale, télé nationale, et ça a jamais arrêté. Pratiquement, pas tous les mois, mais pratiquement, je sais pas, tous les 2 mois, il y avait quelque chose, il y avait un média japonais qui va ici pendant de nombreuses années. Ça s'est calmé pendant le Covid, forcément. Là, ça repart pas mal. Là, rien que cette semaine, j'ai 2 télés. Alors, donc, on a une grosse émission en préparation pour Tokyo Télé sur BS. Ça sera diffusé en mai, je crois. Et c'est 45 minutes sur Bento & Co et sur moi, en gros. Donc, plutôt intéressant. On va voir comment ça se passait. Et une autre émission pour Shizuoka. Alors, c'est produit par Shizuoka Telebi, mais ça sera une émission qui sera diffusée dans tout le Japon de 1 heure sur, on est, je crois, 5-6 étrangers qui ont créé leur business au Japon. Donc, voilà, c'est pourquoi aider. Donc, c'est cool parce que en général, on dit oui à ces émissions, mais pas toujours à tout. Il faut que c'est une émission qui veuille parler de mon travail, de moi, pas de ma famille, pas de. Une fois, par exemple, il y avait une émission, c'était Papa Wagai Kogojin, il voulait moi et ma fille, je fais non. Je sors dans ce genre d'émission uniquement si c'est pour parler de Bento & Co ou de Chip & Co, c'est plus compliqué. Et notamment, une petite anecdote, une fois, j'ai une super émission, c'est les Niju Nanajikan Telebi, donc les 27 heures sur Fuji Telebi, avec Takeshi Kitano. Et le truc, c'était moi qui allais voir un de mes fabricants de boîtes à bento. Il me faisait une boîte à bento en bois magnifique. J'allais au restaurant de Joël Robuchon à Tokyo. Le chef me faisait un bento et je devais l'apporter à Takeshi Kitano pendant l'émission. Et ça s'est fait. C'était une super expérience que de passer là-dedans. Voilà. En dehors de Bento & Co et Chip & Co, est-ce que tu as d'autres projets professionnels en tête? Est-ce que tu imagines, alors sans nous en parler évidemment, mais d'autres expériences entrepreneuriales, ou est-ce que tu as plutôt l'intention de continuer à développer ces 2 activités? Ouais, en ce moment, très honnêtement, je suis très occupé avec Chip & Co et j'ai très envie que Bento & Co continue à se développer, peut-être ouvrir plus de boutiques au Japon si on a l'opportunité. Donc j'ai toujours eu beaucoup d'idées de me dire tiens, j'aimerais faire ça. J'aimerais bien ouvrir un jour un café ou un restaurant ici, pas être chef, hein, mais tu vois le produire parce que j'adore manger et parfois je trouve pas ce que j'aime ici. J'ai pas d'autres projets précis. J'aimerais déjà je pense que tu vois, successful, les gens, c'est t'as du succès et tout. Je trouve pas. Je pense que une fois que je me dis tout fonctionne bien sans que je sois là, je pourrais me dire ok. Et puis je pourrais penser peut-être à faire autre chose encore. Mais j'aurais clairement envie de faire encore autre chose. Jamais 203. Voilà. Bon, on retient ça. Tu es, comme on le disait, très implanté dans la vie locale à Kyoto depuis donc plus de 20 ans. On parle ces derniers temps, a fortiori depuis la reprise touristique post-Covid, de surtourisme. C'est un sujet qui est sur toutes les bouches et que nous, on aborde logiquement sur Kanpai.
et a fortiori à Kyoto, qui est une ville assez concentrée en termes topographiques. Ça fait aussi tes affaires, comme tu le disais, parce que les voyageurs étrangers viennent à Kyoto et viennent dans la boutique pour faire des achats. Mais comment on vit, donc c'est peut-être ambivalent pour toi, mais en tant que habitant de Kyoto au quotidien, comment on vit ce qu'on appelle le surtourisme? Peut-être que tu as un autre terme ou une autre approche. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble une fatalité, ou est-ce qu'il y aurait des moyens, à ton avis, de le contourner? Quand on vit à Kyoto au quotidien, comment on vit cet afflux de tourisme dans la ville? Le surtourisme, donc le point négatif du tourisme, c'est le problème de la ville, c'est le problème du maire, de la mairie, des hommes politiques, du Japon aussi au niveau national, qui promeut le Japon, et le Japon est un pays formidable, donc il y a plein de gens qui veulent venir, donc on va pas leur interdire de venir. Après, est-ce qu'il faut faire 100 hôtels dans le centre-ville à tous les prix? Bah, peut-être pas. Donc, surtout si on n'a pas plus de lignes de bus et pas plus de lignes de métro. Donc, c'est ça le problème. Effectivement, là, personnellement, pour Bento & Co, l'année dernière, ça a été l'une des meilleures années pour notre boutique physique à Kyoto. Et cette année, ça va dépasser peut-être de 25%. Ça démarre vraiment très fort. Il y a beaucoup de monde. Il y a plein de points positifs aussi au fait que Kyoto se soit, on va dire, internationalisé, ouvert, peut-être même encore plus que d'autres villes au Japon. Parce qu'on a des tas de chouettes hôtels qui ont ouvert ici. Des chouettes hôtels, ça veut dire aussi des jolis restaurants. Des tas de boutiques, on va dire, qui n'étaient pas présentes avant, qui sont là. Et c'est intéressant pour des locaux comme moi quand on vit ici. On mange très bien japonais, mais on mange peut-être encore mieux japonais qu'avant, parce que même des chefs japonais vont ici parce qu'ils savent qu'il y a une clientèle aussi aisée, étrangère, qui va venir. Et notamment des chefs aussi étrangers. Je sais pas, il y a un chef d'Hawaï où je ne suis pas encore allé, un restaurant qui s'appelle Kaji. Il y a des chefs français qui sont ici, qui font une cuisine un peu fusionnelle. Le restaurant L'Aparté ici, que j'aime bien, qu'un chef français. Donc, on va dire la scène, tu vois, foodies, peut-être culturelle, comment dire, il y a plein de choses qui se passent, du coup, c'est bien. Mais effectivement, il y a beaucoup de monde dans le centre-ville, dans les temples, c'est pas agréable. Je connais quelqu'un, des Japonais, qui habite à côté du Kiyomizu-dera, bah, ils peuvent plus sortir de chez eux pratiquement. C'est vraiment, si tu te retrouves et que tu habites à côté d'un grand temple, c'est compliqué. Moi, j'habite dans le centre-ville, et c'est vrai que on peut plus aller à Nishiki. Mais c'est pas la faute des touristes, tu vois. Nishiki, bon, je le dis, c'est un scoop, mais c'est devenu nul, quoi. C'est affreux. Il y a beaucoup de boutiques intéressantes qui étaient là depuis 50 ans, 80 ans, qui sont plus là. Et ils vendent des fraises et des Ichigo Daifuku, et c'est dommage. Mais ça, c'est aussi le laisser-faire au Japon au niveau du business, où on peut ouvrir tout et n'importe quoi un peu partout, presque. C'est dommage parce qu'ils n'ont pas réussi à protéger certains endroits pour ça. Alors, par contre, Kyoto reste une très grande ville, très étendue, et il y a des tas de quartiers où il y a très peu de touristes, où on peut se balader et découvrir des bons petits restaurants, des boutiques, et voilà. Et donc, il y a encore forcément beaucoup d'intérêt à venir à Kyoto. Et par rapport à Osaka ou Tokyo, Nagoya, même en centre-ville, il y a énormément de boutiques indépendantes. On va dire, tu vois, Bento & Co, nous on est en plein centre-ville, le loyer n'est pas excessivement cher, et on a dans tout le voisinage, en fait, il y a des tas de boutiques, c'est des Japonais qui ouvrent leur boutique de ce dont ils sont passionnés. Il y a des petits cafés partout. Si vous avez faim, il y a des boulangers également japonais qui font du pain exceptionnel ici. Il y a des bars à vin, il y a des bars à cocktails japonais. Donc ça, c'est top. Et les commerçants vivent bien, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de déchets. Il y a surtout dans les, voilà, tu vois, Nishiki, autour du Kiyomizu-dera, c'est un peu dommage ce qui s'est passé. Mais comme je disais au début, c'est un problème politique. C'est pas le touriste qui sont méchants de venir ici, quoi. Alors on va arriver au moment de ta vie où tu auras bientôt passé plus de temps au Japon qu'en France, si je calcule bien. Je suis désolé pour la mise en perspective. Ce mois de septembre, je crois. Ouais.
Est-ce que après, voilà, 50% de ta vie, plus de 20 ans passés au Japon, est-ce que tu imaginerais un jour revenir vivre en France? Et par extension, qu'est-ce qui fait que la vie au Japon te correspond autant? J'ai jamais eu de plan sur les 5 ans à venir, quoi. Je sais pas. Peut-être que... Mais maintenant, quand j'y pense, je me dis plutôt, j'aimerais bien aller passer quand même au moins 3 mois en France, tu vois. Depuis le Covid, je crois que ça faisait 7 ans que je n'étais pas rentré pour les vacances d'été en France. Mais là, après la fin du Covid, je suis rentré, ça fait 3 ans, en été en France, tu vois, 3 semaines et plus. Parce que je me dis, voilà, c'est pas grave, l'entreprise, elle va pas couler et je peux travailler en remote. Donc, tous les jours, si je peux regarder les emails et travailler quelques heures par jour, ça fonctionne toujours bien. Donc ça, c'est cool. Le Covid, on va ouvert l'esprit là-dessus. Donc, je me dis plus tard, si j'ai la liberté, si les enfants plus grands et que je peux les laisser et que je peux rester 1 mois, 2 mois, 3 mois en France, pourquoi pas, ce serait cool aussi. Voilà, pour l'instant, mon activité professionnelle et ma famille sont ici, donc j'habite à Kyoto. Je me vois pas habiter ailleurs au Japon. Comme ça, c'est une certitude. Mais voilà, je suis bien et je suis content de travailler au Japon, donc pour l'instant, je suis ici. Mais tu vois, jamais je me suis dit, je pars de France. Et moi, je suis retrouvé ici en tant qu'étudiant et j'avais envie de rester ici. J'adore rentrer en France. Le fromage me manque, comme beaucoup de Français, mais je me sens bien à Kyoto, donc voilà. Pour l'instant, je n'ai pas de plan sur rentrer en France, mais on peut jamais dire jamais, quoi. Alors tu me glissais en off que y avait quelque chose d'assez important là à venir. On va pas en parler évidemment, on va laisser les annonces se faire normalement, mais on risque de te voir. Et puis c'est très bien, très très bien pour tes activités, donc ça je suis ravi pour toi à l'avance. Je vais bientôt conclure cet entretien, je voulais te remercier, mais peut-être te laisser la parole sur un dernier mot. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux auditeurs de Kanpai? Oui, alors, on me verra peut-être à la télé en France aussi, et même sur enfin bref, là, à la télé en France. Bientôt avec un célèbre chef français. J'espère que l'émission va paraître bientôt. Bref. Et qu'est-ce que je veux dire? Si vous cherchez une boîte à bento, venez sur bentoandco.com et venez à Kyoto. En général, je travaille à l'étage, mais si vous êtes à la boutique Bento & Co, n'hésitez pas à me faire descendre. Je suis toujours content de rencontrer du monde. Et oui, non, Kyoto a énormément d'intérêt. Marchez, prenez un vélo, perdez-vous dans la ville. La première fois que je suis arrivé à Kyoto, je me suis perdu d'ailleurs. C'est pour ça que je suis là, je crois. Je me suis perdu et je suis tombé amoureux de la ville parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Et il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers que tout le monde connaît et essayer de découvrir les petites rues et d'aller dans les restaurants où on ne comprend rien et découvrir les choses parce que c'est la curiosité qui m'a vraiment fait, qui fait que encore, même après 20 ans ici, je ne m'en lasse pas. Parce qu'il y a encore toujours une nouvelle découverte. On aurait pu en parler, on pourrait faire une émission, en parler 1h30 sur la nourriture à Kyoto. Moi, je suis devenu un fan de tout ce qu'on peut manger ici, et pas que de la cuisine japonaise, mais aussi indienne, italienne, française, chinoise au Japon. C'est des choses à découvrir et que je recommande. Thomas, je voulais te remercier pour ton temps. L'entretien était vraiment très intéressant, de nous avoir présenté ton parcours, tes activités. Je te souhaite tout le meilleur à la fois pour Bento & Co et pour Ship & Co. Et puis, écoute, j'espère qu'on arrivera à se recroiser prochainement parce que c'est vrai que ça fait trop longtemps. Pareil, écoute, oui, dès que tu es à Kyoto, dis-moi, on ira fêter ça. Merci Thomas, à bientôt sur Kanpai. Merci. Au revoir. Retrouvez plus d'interviews Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.